Alors, ce dont je voulais vous parler ces temps-ci, c'était de l'histoire de l'oxygénothérapie inhalatoire jusqu'en 1940. Pourquoi inhalatoire? Pourquoi inhalatoire? Ben parce que je ne vous parlerai pas de l'oxygénothérapie sous-cutanée qui sera traitée dans une autre séance par notre ami Bruno de Turc qui vient de faire un mémoire merveilleux sur ce sujet au diplôme d'histoire de la médecine. Alors, depuis quand l'oxygène est arrivé sur Terre? Eh bien, s'il y a plus de 4,5 milliards d'années, la Terre n'avait rien. Et puis, on a été bombardé, 4 milliards, par des micro-organismes qui ont commencé à faire de l'oxygène. Et l'oxygène est un poison. Est un poison parce qu'il va oxyder les métaux, il va oxyder, et au fur et à mesure des événements sur ces 4 milliards d'années, on est passé d'une atmosphère où il y avait 98% de gaz carbonique à une atmosphère à 0,03% de gaz carbonique et 0% d'oxygène au départ à 21% actuellement. Mais il faut vous dire que les variations d'oxygène sur la Terre au cours des époques ont été variables puisque c'est allé jusqu'à 35% au moment des dinosaures. Peut-être ça explique la croissance des dinosaures et c'est revenu à 21%. Alors, l'oxygène, on ne connaissait pas. Jusqu'au XVIIIe siècle, on avait la notion de vie, la notion de pneuma. C'est le pneuma qui donne la vie. Et il ne fallait pas bloquer le pneuma si on voulait, dans la religion catholique, si on était noyé, étranglé, on ne pouvait pas laisser sortir son âme qui sortait par le pneuma. C'est pour ça que les nobles étaient décapités à la hache, parce qu'il fallait qu'ils puissent rejeter leur âme pour pas qu'ils soient damnés. Bien, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait les 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et puis, on a eu les alchimistes du Moyen-Âge, mais ils n'ont pas fait grand-chose au point de vue oxygène. Il faut dire que la physique naît au XVIIe siècle avec Isaac Newton et tous les autres, et la chimie n'apparaît vraiment qu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, je parle de la fameuse communication de Marie-Thérèse sur Antoine Lavoisier et Joseph Priestley, qui s'est faite non seulement dans cette réunion, mais aussi à l'ICHA avec par notre ami Dominique Simon sur Antoine Lavoisier et Joseph Priestley. Alors, il est sûr que Priestley a découvert l'oxygène, mais il n'est pas le seul, puisque William Shelley l'a trouvé le premier en 1771-1772. Il l'a appelé air du feu, mais il n'a pas publié avant 1877. Priestley l'a appelé air déphlogistiqué, et ce n'est que Antoine Laurent Lavoisier qui a identifié l'oxygène, qui a identifié ses propriétés et qui l'a appelé générateur d'acide, donc oxygène. Voilà enfin un gaz qu'on retrouve. Ensuite, nous avons François Saucher, qui est le premier à préconiser l'oxygène dès 1780 pour les nouveau-nés, pour la réanimation du nouveau-né en état de mort apparente. Il utilise avec succès, il a aussi utilisé avec succès sur un homme, sur un jeune homme ayant une phtisie grave en 1785, et il paraît qu'il est allé très bien après les inhalations. Mais vous inquiétez pas, les inhalations d'oxygène à cette époque, pour les patients adultes, c'était 1 à 2 fois par jour, entre 5 à 10 litres, pas plus. Donc, voici le matériel de Chaussier qui
Alors, le premier qui est reconnu pour l'avoir utilisé en clinique réelle, c'est un certain docteur Caillas, un certain docteur Caillas de Toulouse. Ce docteur Caillas, je vous ai mis toute sa communication parce que voilà sa communication qu'on retrouve, je ne me souviens plus dans quelle revue, de Caillas. Cette communication, observation sur un nouveau moyen de remédier à la phtisée pulmonaire par monsieur Caillas, par M. Caillas, docteur en médecine. Ayant épuisé tous les remèdes pour le traitement de la phtisie pulmonaire et n'ayant en aucun cas succès avantageux, je me déterminai à faire respirer de l'air véritablement pur, autrement dit déphlogistiqué, à un phtisique sur la fin du deuxième degré. Alors, je ne sais pas à quoi correspond le deuxième degré. Je vis comme par enchantement le malade revenir peu à peu et se rétablir en très peu de temps. Ce fut l'affaire de 10 jours pendant lesquels tous les symptômes disparurent. Il prit de l'embonpoint, des forces, de l'appétit et il jouit aujourd'hui de la meilleure santé. Bon, je passe. On n'a aucun détail sur ce qu'il a fait. Simplement, à la fin, il dit il voudrait toujours en respirer, tant pis, il s'en trouve bien, quoi qu'il ne faille en respirer que quelques fois dans la journée. Donc, c'était une inhalation d'oxygène très fragmentaire. Les premiers pas vers l'oxygénothérapie, eh ben, comme nous en a parlé tout à l'heure Dominique, nous avons Thomas Beddoes et son institut. Mais cet institut, elle se faisait par l'intermédiaire de vessies de porc huilé, ça c'est Iganous qui faisait, mais, ou alors des bouteilles, c'est Hunter qui utilisait ça, ou des sacs de taffetas Bernie, comme chaussier, qui étaient remplis d'oxygène. Et, mais il ne faut pas croire, ils faisaient n'importe quoi à cet institut pneumatique. Ils essayaient tous les gaz, ils faisaient respirer des gaz chargés en oxygène et des gaz en hypoxie, c'est-à-dire inférieurs à 21%. Donc, d'autre part, le gaz fabriqué n'était pas très pur et il y a eu des problèmes d'intoxication dus aux résidus de ces gaz. Donc, en 3 ans, cet institut s'est arrêté car on a trouvé que c'était du charlatanisme. C'est à Bristol, cet institut. Premier pas vers les gaz et l'oxygène, eh ben, c'est un certain Bourdon qui a inventé le premier manomètre pour les gaz à anneau. Voilà, c'était un mécanicien. Et c'est enfin, on pouvait mesurer la pression des gaz qui avant se mesurait par du mercure. Ensuite, vous avez un chirurgien, Jean-Nicolas-Édouard de Marquet, célèbre chirurgien qui a été à l'Académie et qui a commencé à faire distribuer de l'oxygène en France à partir de réservoirs, et c'était le fabricant Galante qui le fabriquait avec des tonnelets et avec des soufflets. Et il a publié en 1866 Essais de pneumatologie médicale, recherche physiologique, clinique et thérapeutique sur les gaz. Très important, ce système, ce livre, mais il n'avait pas compris exactement ce qu'était l'oxygénothérapie. C'est un pharmacien dans le même hôpital, Euphrasie Stanislas, il a aussi 2 autres prénoms, Limousin, qui était pharmacien, qui était interne des hôpitaux de Paris en pharmacie en 1856, pas en 1956, excusez-moi, et qui était à la maison municipale de santé et qui connaissait très bien le chirurgien Jean-Nicolas de Marquet. Dès qu'il a eu fini son internat et ses passages dans les hôpitaux, il s'est installé 2 bis rue Blanche à Paris. Et c'est lui qui est connu pour être le père de l'oxygénothérapie.
car il a fait suite aux travaux de Claude Bernard, de Paul Bert et aux essais cliniques infructueux de Demarquet, et il a fabriqué de l'oxygène qui pouvait se fabriquer sur place. Voilà le système. L'oxygène est préparé au lit du malade, décomposition du chlorate de potassium en présence de bioxyde de manganèse avec une cornue facilement démontable, élimination des traces d'anhydride carbonique par barbotage dans une solution alcaline, recueil de l'oxygène dans un sac de baudruche, puis de caoutchouc sphérique, puis un sac sphérique. Vous avez l'image de son montage qui était, et vous avez cette célèbre, la célèbre image que l'on voit partout sur l'oxygène de Stanislas Limosin. Alors, comment on faisait? Parce qu'il y avait une instruction. Au bout de, ici, vous avez le ballon d'oxygène qui était rempli. Ici, vous aviez, ça passait dans de l'eau pour épurer les impuretés. Et puis, vous aviez le cordon avec un petit embout en ivoire. Et on demandait à la dame ou au monsieur, là c'est une dame pour la publicité, et donc elle aspirait l'oxygène, puis elle fermait le robinet et elle soufflait pour avoir l'expiration. Et après elle reprenait à chaque inspiration ce système-là. Il avait fait en 1873, le litre d'oxygène coûtait à peu près 10 centimes. 10 centimes. Tout à l'heure, on a dit que c'était 5 francs vers 1900 par journée pour un ouvrier. Vous voyez un petit peu, c'était quand même assez cher. Mais sachant que les gens en respiraient 5 ou 10 litres, ils pouvaient le faire. Et il a installé dans sa pharmacie une salle pour consommer l'oxygène. Donc, Limousin est aussi très connu parce que c'est le premier qui a inventé les cachets, est aussi très connu car c'est lui le premier qui a inventé les ampoules injectables stériles. Les physiologistes français se sont pensés sur la ventilation et sur les. Claude de Bernard a parlé beaucoup de l'intoxication à l'oxyde de carbone et disant que l'oxygène pouvait être déplacé par l'oxyde de carbone et inversement. Paul Bert, avec toutes ses études sur l'hyperbarisme et sur le protoxyde d'azote, et puis Maurice Niclou a fait énormément sur l'oxyde de carbone. Il y a tout un livre de Niclou qui est au début du XXe siècle, qui est paru. Ces physiologistes, le principe, c'était de savoir s'il fallait donner de l'oxygène en discontinu ou de l'oxygène en continu. Et ça, c'était pas acquis parce que les opposants étaient contre cela, car souvent l'oxygène qui était fabriqué avait des impuretés. La liquéfaction de l'oxygène est due à M. Louis-Paul Cailletet, qui le liquéfie par un froid intense, par une décompression brusque du gaz fortement comprimé à 200 bars et refroidi à l'aide d'ammoniac avec des gaz liquéfiés. Et enfin, on a commencé à pouvoir avoir de l'oxygène industriel. Carl von Linden, en 1895, améliore le système et réussit la liquéfaction de l'air en compressant d'abord, puis en décomprimant rapidement, ce qui refroidit et permet d'avoir une liquéfaction de l'air. Après, on réchauffe progressivement et on peut avoir soit de l'azote, soit de l'oxygène. Voilà les moyens qui étaient enfin faits. Immédiatement, les fabricants industriels ont commencé à fabriquer, notamment Dreyer, qui est le premier au monde, en 1885, à utiliser le procédé de Lynch. Et son obus de 1500 litres d'oxygène comprimé pesait environ
40 kilos, environ 40 kilos. Et Draeger a pu créer ce système-là, car ils avaient un système de valves qui était particulier, car il avait fabriqué des valves pour les fabricants de bière pour donner de la bière sous pression. L'air liquide date de 1902 et avec un procédé qui est un peu différent de celui de von Linge, qui date et il ne donne pas beaucoup d'historique, l'air liquide, donc je n'ai pas pu vous mettre d'image de l'air liquide, mais il y a dans leur bande-annonce un camion d'oxygène de l'époque 1910 à peu près, qui est assez amusant. Le problème, c'est qu'il faut fabriquer localement l'oxygène, avoir des usines partout, et après, il faut les transporter. Et vu le poids, c'est un frein terrible pour l'oxygénothérapie. Alors, quelle solution? Quelle solution? On est toujours en discussion oxygène intermittent, oxygène en continu, sauf pour les intoxications à l'oxyde de carbone, où l'idée passe rapidement à partir de 1905-1910, comme quoi il faut être en continu. Mais les connaissances physiologiques sont insuffisantes et pour convaincre les adversaires de l'oxygénothérapie. La production de l'oxygène, vous savez, il faut avoir un réseau, il faut distribuer les obus, c'était pas bien, et à ce moment-là, on essaye toutes les voies pour faire de l'oxygénothérapie. L'estomac, la voie lavement, la voie cutanée, par exemple dans les gangrènes, on entoure la gangrène d'un ballon d'oxygène et ça fait des résultats merveilleux parce que ça facilite l'amputation. Bien, on fait de l'oxygène vésical, on fait des perfusions intraveineuses d'oxygène avec des flacons pleins d'oxygène, et puis la voie sous-cutanée va avoir son essor, mais ça, c'est l'objet de la future conférence sur l'oxygénothérapie sous-cutanée. Alors, arrivent les générateurs d'oxygène naissants. En 1900, Degré et Balthazar, de l'emploi du bioxyde de sodium dans l'étude de la fonction respiratoire. Alors, ils présentent Na2 plus O2 plus H2O égale 2NaOH plus oxygène. Fantastique. Ce mélange, quand on met du bisulfite et qu'on verse de l'eau, ça vous donne du bicarbonate et de l'oxygène. Superbe. On a trouvé les moyens. Non seulement on a l'oxygène, mais on absorbe en plus le CO2. Alors, ils appliquent ça et ils fabriquent un appareil que vous allez voir tout de suite. Voilà. Voilà l'appareil. Voilà le scaphandre qui a été fabriqué et les gens le portaient. Il faut dire quand même que le fait d'ajouter de l'eau au bisulfite, ça vous donne une réaction exothermique importante. Et il peut y avoir des brûlures parce que ça me chauffe à 45, soit à 50 degrés le récipient. Là-dessus, Georges-François Joubert, en 1900, conteste le fait que Degré et Balthazar aient trouvé ce système-là parce que lui, il a laissé une lettre cachetée où il montrait qu'il travaillait sur ce sujet depuis 3 ans. Inutile de lui dire que c'est une bataille d'académie et que pendant quelques années, il y a eu une bataille à ce propos. Donc, lui, il a trouvé un autre moyen et il a remplacé le bisulfite, le bioxyde de sodium par un autre produit. Alors, c'est du peroxyde de sodium et du peroxyde de potassium très riche en oxygène actif, susceptible d'être dégagé à l'état gazeux. Le peroxyde contient 20,5%
celui de sodium et de potassium 29,5% et celui de potassium 33,8%. Ceci revient à dire que 1 kg de chacun de ces corps est capable de dégager 158 et 224 et 260 litres d'oxygène à température ordinaire. Ça y est, on a trouvé de l'oxygène qui se fabrique extemporanément et qui peut être transporté. Donc, on fabrique une usine et on fabrique l'oxylite. Voici les générateurs. Il y en a un dans notre musée qui est là-haut. Malheureusement, il me manque le couvercle supérieur. Je l'ai acheté l'année dernière dans la vente. Il était présenté comme ça, mais jamais ils m'ont retrouvé la partie supérieure. Et la maison Raoul Neveu fabriquait différents modèles qui vous donnaient de l'oxygène, 35 francs, vous voyez, en 1903. Mais vous aviez des grands modèles et des petits modèles, et vous pouviez inhaler. Il y a eu des actions et Georges-François Jaubert a déposé 80 brevets à travers le monde entre 1900 et 1936, où à chaque fois, il améliorait en France, en Grande-Bretagne, aux USA, au Canada, en Autriche et en Suisse. Moi, ce que j'ai retrouvé, il y a peut-être d'autres pays qui ont eu des brevets, mais c'est les brevets que j'ai retrouvés. Donc, l'oxylite. Alors, je fais une parenthèse parce qu'il y avait quelque chose qui marquait beaucoup les médias, c'était les accidents de sous-marins. Car, notamment le Pluviose à Calais en 1910, quand il est sorti sur un bâtiment qui passait, et bien entendu, la coque s'est fendue et les gens ont été noyés, même avec les coques étanches, ils ont été bloqués et on n'a pas pu venir les secourir à temps pour leur amener de l'oxygène. Donc, il nous faut quelque chose. Et il va y avoir surtout, c'est le 10e accident de sous-marin. Il faut dire que les sous-marins, à ce moment-là, ils étaient extrêmement au début de leur ère. Et donc, il fallait trouver quelque chose pour sauver les équipages de ces sous-marins. Sous-marins, ils évoluaient à 5 à 10 mètres de profondeur, pas plus. Hein. Il faut relativiser. Donc, ils proposent d'utiliser l'oxylite ou ce système-là dans les bateaux. Alors, on fait des essais avec des marins qui doivent, donc combien de temps il leur faut pour se mettre dans un scaphandre et combien de temps leur faut-il pour faire démarrer le processus de l'eau dans l'oxylite. Pendant la guerre de 14, ça a servi pour donner de l'oxygène. Et ici, vous avez une image où on voit un système qui contient de l'oxygène, on remplissait ça d'eau et on faisait respirer aux soldats ce système-là. Dans les masques à gaz, là, c'est une notice sur les masques à gaz en 1917 et il parle de 2 types de masques à gaz. Le mode d'emploi de l'appareil Draeger qui comporte une bouteille d'oxygène et le mode d'emploi de l'appareil à oxylite. Le problème de l'oxylite, je vous ai dit que c'était exothermique, donc ça chauffait beaucoup et qu'il fallait se protéger de la chaleur du réservoir. Celui qui va faire avancer complètement les choses sur l'oxygénothérapie, c'est John Scott Haldane. Il a vu ce qui se passait pendant la guerre de 14-18 avec les gaz et il va commencer à développer des masques à OD et il va commencer à faire de l'oxygénothérapie par inhalation. Respiration, il écrit en 1922 un livre qui fait toute la physiologie de la respiration et il dit l'oxygénothérapie en intermittent est comme amener un noyé à la surface de l'eau de temps à autre. Donc, c'est ça qui va faire avancer l'oxygénothérapie à cette époque-là. Mais
En 1925, on invente des petits appareils pour donner un peu d'oxygène, salvoxite. En 1925, avec des mélanges eau oxygénée plus permanganate, ça dégage de l'oxygène et les gens inhalent un petit coup d'oxygène comme cela à des très faibles quantités. Mais c'est la fin. 1935, enfin, on a admis qu'il fait de l'oxygène en continu et on voit apparaître les tentes à oxygène. Les tentes à oxygène, là, vous avez celle de Lépine, du fabricant de Lyon Lépine, cher à Bruno, et ici, vous avez une fabrication par Rénal d'une tente à oxygène. Alors, les images ne sont pas très, très nettes parce que c'est dans des articles que je les ai trouvés. Elles étaient toutes petites et je les ai agrandies pour qu'on s'en rende compte. Et puis, enfin, arrive en 1939 le début de l'oxygénothérapie moderne avec le masque de Binet. On en a plusieurs dans le musée